Voilà. Alors donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire. Webinaire du service Dialogue social, sur la thématique des instances paritaires et du droit syndical. Donc nous en avions fait un premier que vous aviez peut-être vu en mars sur, l'éthique et la déontologie, donc qui est, effectivement, une partie, de l'activité du service dialogue social. Hem et du coup, nous arrivons, sur, le mois d'octobre avec un webinaire autour, donc comme l'indique son titre, les instances paritaires, les instances de dialogue social au sein des collectivités territoriales et le droit syndical en partie. On ne verra pas tout sur le droit syndical, sur ces questions. Donc peut-être en mots, d'accueil, vous présenter, les intervenants du jour. Moi-même, Aurélien Chauvet-Guérin, donc je suis chef du service dialogue social au centre de gestion. Donc le service dialogue social qui est un service qui a 1 an d'existence maintenant au sein du centre de gestion. L'idée étant d'avoir un service, qui soit, l'interlocuteur unique sur toutes les questions d'instance paritaire. Donc on va voir, de quoi il s'agit. Sur les questions de relations avec les organisations syndicales, que ce soit au centre de gestion ou au sein de vos collectivités. Et puis, d'avoir, également un interlocuteur sur les questions de déontologie et d'éthique qui était, la thématique de notre précédent webinaire. Alors, peut-être avant de, démarrer, vous proposer, heu vous proposer un quiz pour, un peu c'est, à mon habitude, vous proposer un quiz sur la thématique du jour pour voir un petit peu, où vous en êtes, de ces questions-là, voir, un peu quel est le niveau de connaissance du public, pour, voir les sujets peut-être sur lesquels je m'appesantirai plus, sur lesquels, vous êtes, déjà de grands connaisseurs. Donc, je vais lancer un quiz, auquel il va falloir heu, que vous allez devoir rejoindre, et pour lequel, vous aurez vous allez avoir donc 8 questions et sur chacune de ces questions, un temps limité pour répondre. Ce sera des questions à choix multiples, heu, pour, heu, pour voir un petit peu où on en est de la thématique du jour et après, je lance vraiment le webinaire avec la présentation. Mais si je commence à présenter, je risque de vous donner des réponses. Donc, 1re question. Heu, Toc, toc, toc. Donc première question, quand on dit est-ce que vous pouvez, par le jeu des boîtes de questions-réponses, me dire si ça fonctionne chez vous quand même, ce quiz? Parce que là, j'ai un doute. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, parce qu'il ne lançait pas le temps. Alors, Non, tout le monde, répond: «Non, d'accord, pas donc de quiz». il y a un souci. Hem, hop, 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 hop et on va voir. Heu, bon, ça ne fonctionne pas visiblement et et voilà, normalement ça doit fonctionner. Voilà, donc il y a, je ne sais pas si hop, hop là, je ne sais pas si vous avez, la première question. Il est 14h07, eh oui, non. Donc le quiz ne fonctionne pas. Écoutez, je pense qu'il y a un souci, j'ai dû rater une étape. Dans ce cas, on va annuler le quiz s'il ne fonctionne pas. Hop là.
Bon. Écoutez, tant pis pour cette étape. Bon, bah, l'idée, on va plutôt l'avoir, sur la présentation du contenu et vous aurez de toute façon, la possibilité de vous exprimer et d'avoir un échange avec nous, sur les différentes questions lors de cette séquence. Donc je vais vous repartager mon écran. Voilà. Donc pour cette séance aujourd'hui. Donc au programme, une petite séance, un propos d'introduction où je vais vous présenter vraiment le déroulé de la séquence. Au niveau des règles de la séquence, on aura un deuxième chapitre qui est le premier vrai chapitre, thématique pour présenter le comité social territorial, ses grands principes de fonctionnement, les grands principes, les thématiques, la composition et cetera. Pareil après avec les CAP et les CCP. Et puis, en partie, en troisième partie, donc la partie 4, les instances du centre de gestion qui servira à la fois un petit peu d'exemple, de fonctionnement d'instance, donc celle du centre de gestion et en même temps de mode d'emploi pour les collectivités et les employeurs, qui aujourd'hui, dépendent de nos instances paritaires, pouvoir répondre à vos questions aussi sur comment nous saisir, comment faire passer des dossiers dans nos instances et voilà, voir comment on fonctionne. En cinquième partie, nous aborderons la question des élections professionnelles puisque, vous le savez sans doute, mais l'année prochaine, on est sur une année d'élections professionnelles. Donc vous présenter les grands principes là aussi, les grandes règles et puis un petit peu notre rôle dans tout ça. Et puis en sixième partie, un point qui sera, rapide sur le droit syndical, et notamment tout ce qui est absence pour motif syndical, lié à notre thématique du jour, à savoir les instances et les élections professionnelles. Voilà, donc en introduction, quelques règles sur sur ce webinaire. On est bien sur un temps d'information et non de formation. Nous ne sommes pas le CNFPT, nous n'animons pas un temps de formation d'une journée ou d'une demi-journée. Donc le but, c'est de vous donner quelques informations élémentaires, de pouvoir avoir des temps de questions-réponses pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Mais on n'est pas sur un temps de formation, donc au niveau des objectifs, on est quand même, pas sur quelque chose d'aussi exigeant que ça et l'idée, ça va être d'être dans, le pratique. On n'est pas non plus sur, un temps d'expertise juridique sur les instances. On est vraiment sur comment ça fonctionne concrètement, on n'ira pas décortiquer les textes. Donc vous rappelez que vous pouvez nous poser des questions, vous l'avez déjà utilisé via le module questions et réponses, que ces questions, elles ne sont visibles que de nous. Donc vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, même si, elles peuvent vous embarrasser, ou que vous trouvez que c'est des questions où vous ne souhaitez pas participer, partager avec les autres participants. Et bien du coup, voilà, vous pouvez nous les envoyer. Il n'y a que nous qui les recevons. Heu nous, on n'y répond pas en direct. On prendra un temps à la fin de chaque partie, pour, donner les réponses. Heu Ça me fait penser que j'ai oublié, je me suis présenté et comme un malpoli, j'ai oublié de vous présenter, la deuxième co-animatrice de ce webinaire, qui est donc Isabelle. Isabelle Premier, qui est assistante du service dialogue social. C'est elle qui prendra vos questions, qui va noter, vos questions et nous les communiquer à la fin de chaque partie. Isabelle, je te laisse, te saluer, te présenter. Bonjour à toutes et tous. Eh bien, j'ai eu déjà quelques réponses sur le quiz qui ne s'affichait pas et j'attends vos questions-réponses en espérant qu'elles ne sont pas trop nombreuses. Si la présentation est bonne, je devrais ne pas en avoir beaucoup. Voilà, je te laisse la suite. Merci. Donc, Isabelle, que peut-être certaines d'entre vous connaissent puisque, ou ont déjà été en contact avec elle, puisqu'Isabelle, elle s'occupe notamment du secrétariat du conseil de discipline. J'en profite pour dire que nous allons voir le fonctionnement des instances paritaires, mais qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas ou très peu de la discipline, qui pourrait faire l'objet d'un webinaire, qui fera peut-être l'objet d'un webinaire à elle toute seule. Donc, aujourd'hui, on ne développera pas la procédure disciplinaire et la saisine du conseil de discipline. C'est la thématique ça nous prendrait trop de temps. Voilà, on va pas pouvoir tout aborder.
En cas de questions trop spécifiques, si vous posez des questions qui sont vraiment liées à votre situation et qui n'ont pas forcément d'intérêt pour tout le groupe, pas de souci. On garde vos questions, on vous recontactera plus tard pour pouvoir échanger sur le sujet, de votre question. Pareil, si on a trop de questions, comme le disait Isabelle, et qu'on manque de temps pour y répondre, on prendra vos questions, on vous recontactera. Et puis, vous aurez nos coordonnées pour revenir vers nous si besoin. Et puis la question qu'on pose normalement à chaque réunion, quand c'est en présentiel, oui, le support sera disponible, soit il vous sera envoyé directement, soit il sera mis à disposition sur le site internet à l'issue du webinaire, ainsi que le replay, du webinaire d'aujourd'hui. Ce sera l'occasion, de toute façon, j'essaierai pendant la séquence, de vous présenter, le site internet du centre de gestion puisqu'il a changé. Depuis le début de cette semaine, nous avons un nouveau site internet, donc j'essaierai de vous en présenter les fonctionnalités. Et puis en introduction, par rapport à la thématique du jour, je voulais juste mettre un lexique, parce que dans le diaporama, pour des questions de place, de lisibilité parfois, on va utiliser des sigles. Certains peuvent paraître évidents, d'autres un peu moins parce que certains ne sont pas forcément des sigles, conventionnels homologués mais sont, de mon cru. Mais en tout cas, voilà, pour que vous ne vous y perdiez pas sur le support visuel, à l'oral, j'essaierai d'être moins dans les sigles et plus dans la dénomination complète. Donc, évidemment, CAP, commission administrative paritaire, CCP, commission consultative paritaire, le CST qui est le comité social territorial. Le terme CT désigne les collectivités territoriales et non pas le comité technique. Les EPT, établissement public territorial. RP, représentant du personnel, et OS, organisation syndicale. Ce sont des termes que vous pourrez retrouver tout au long de la présentation. Et puis, histoire de ne pas redire 2 fois les mêmes choses, juste quelques définitions sur des caractéristiques communes aux instances qui vont être présentées aujourd'hui. Ce sont donc des instances paritaires, ce qui signifie qu'elles sont composées à parité de représentants du personnel et de représentants des collectivités. On est sur de la logique de dialogue social, donc représentant des personnels, représentant des employeurs ou de l'employeur. C'est pas parce que l'instance est composée de manière paritaire que ça veut dire par contre que le déroulé des séances, lui, est forcément paritaire, mais ça, on y reviendra. De même que l'avis consultatif, un avis consultatif, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'était une des questions du quiz, s'il avait fonctionné, j'aurais pu, vous questionner là-dessus. Ça veut bien dire que, cet avis, il n'a pas de force obligatoire dans le sens, ce n'est pas parce que vous avez un avis défavorable sur une décision que vous êtes tenu de suivre le sens de cet avis. L'employeur est seul décisionnaire in fine. Mais la consultation, elle est obligatoire et l'absence de cet avis va rendre les décisions, irrégulières. Donc voilà, ça, c'est des caractéristiques communes aux instances que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais les poser dès maintenant. Et donc nous commençons sur le comité social territorial. Le but, donc vous présenter sur, comment fonctionne un comité social territorial. Les grands principes de fonctionnement et à qui il s'applique. Donc déjà, qu'est-ce que le CST? On est sur une instance qui est compétente sur des questions d'organisation collective, du travail, donc on en verra quelques exemples plus tard, qui est, donc obligatoirement consultée sur les projets de décision. Donc là, j'ai mis, hein, quelle que soit la forme de la décision en fonction de la thématique, avant leur adoption. Cette notion, elle est toujours importante. La consultation, elle est toujours préalable. Pour beaucoup d'entre vous, j'enfonce des portes ouvertes, mais je tiens à le redire, parce que ça veut dire malgré tout, que quand vous passez un projet de délibération, alors je parle particulièrement des délibérations qui vous demandent un peu, dans vos fonctions de temps de rétro-planning pour caler, pour qu'une délibération soit prise en conseil municipal, vous anticipez le fait que ça passe en commission, en bureau municipal. Bon, ne pas oublier d'intégrer le CST à votre rétro-planning de délibération, puisque, l'avis doit nécessairement arriver avant l'adoption en conseil municipal. L'avis du CST et d'ailleurs, dans vos délibérations, l'avis, il doit être visé. On doit y faire référence et le CST, il est constitué dans toutes les collectivités, tous les employeurs de 50 agents ou plus.
seuil qui est déterminé au 1er janvier de chaque année. Donc 50 agents ou plus, on est sur le nombre d'agents, le nombre de têtes de pipe, et pas sur, un équivalent temps plein. Donc on comptabilise bien, le nombre de personnes. Et une exception, donc on a un CST dans chaque collectivité de 50 agents ou plus, et puis exception par délibération, il est aussi possible de fusionner entre, entre PCI, intercommunalités et tout ou partie des communes, et ou des établissements publics rattachés à l'EPCI. En gros, les autorités territoriales, enfin les collectivités et les employeurs qui se mettent d'accord peuvent, autour d'une EPCI, décider de créer un CST commun. Voilà, pour n'avoir qu'une seule instance pour l'ensemble des personnels de ces entités. Ce qui ne veut pas dire que, les employeurs, ne prennent pas leurs délibérations propres à leur collectivité, mais il n'y a qu'une seule instance, avec, un seul collège de représentants du personnel, un seul collège de représentants des collectivités. Et de la même manière, on peut imaginer un CST commun à une collectivité et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité. Voilà. Donc ça se décide par délibération, des différentes, collectivités ou employeurs parties, à ce CST. Et puis, pour les collectivités, pour les employeurs de moins de 50 agents, donc collectivités et établissements publics territoriaux, et bien, vous avez un CST également. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas en interne, que vous n'en avez pas du tout. Vous dépendez du CST du centre de gestion. Et donc, ce que j'ai dit auparavant sur, l'obligation de consulter au préalable avant une décision, elle s'applique aussi si vous avez moins de 50 agents. C'est juste que vous vous référez à un CST. Mais comme au-dessus, en fait, hein, c'est un CST commun, mais là, il va être commun à 120 employeurs. Voilà, c'est à peu près le nombre de collectivités et établissements qui sont attachés au CST du centre de gestion aujourd'hui. Donc, quelles compétences du CST? Le CST, il rend des avis, donc je vous renvoie à la définition de l'avis consultatif de tout à l'heure, sur un nombre de sujets, qui est important. Donc j'ai mis des exemples. Le régime indemnitaire, le temps de travail, si vous redélibérez sur votre organisation de temps de travail, sur les critères du RIFSEP, que ce soit pour installer les critères du RIFSEP, que ce soit pour les modifier, ou à la marge. Je pense notamment, par exemple, à la modification du régime indemnitaire, des policiers municipaux. Les règles liées au compte épargne-temps, aux absences, aux autorisations spécifiques d'absence, et cetera. Ces sujets-là, doivent faire l'objet préalable d'avis. Dans le texte, le CST, on dit bien qu'il est aussi compétent aux questions d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Donc, c'est une instance qui doit être sollicitée pour travailler sur ces questions. On est sur toutes questions touchant à l'organisation du travail, aux axes stratégiques RH. Donc, on est sur des termes plus génériques. J'ai mis le RSU également, ne pas oublier le rapport social unique. Et bien, du coup, il doit passer en CST avant adoption. Et puis les questions liées à l'hygiène, la santé, sécurité et conditions de travail. Pour rappel, même si ça fait déjà quelques années maintenant, le CST, c'est la fusion des anciennes commissions techniques paritaires et puis du CHSCT. Donc là, sur cet item-là, on retrouve les prérogatives du CHSCT. J'ai mis 3 petits points puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'est pas vraiment possible de faire une liste exhaustive des sujets sur lesquels le CST se prononce. Si vous allez voir dans le code général de la fonction publique, donc CGFP, l'article donc R253-5, vous verrez qu'on est sur des termes génériques qui peuvent recouper un grand nombre de sujets. Et que, la logique, c'est de se dire, voilà, si on touche à l'organisation du travail, si on touche au régime indemnitaire, même de manière indirecte finalement, si on touche à toutes ces thématiques et si on touche, de manière, globale à des questions d'organisation collective du travail, eh bien, il faut le passer en CST. Heu, donc il rend des avis sur ces sujets-là et puis le CST, il peut être informé de certains sujets.
Alors là, il ne rend pas d'avis, mais pour autant, cette information, elle est obligatoire, je pense principalement sur les compétences CHSCT à la désignation des assistants de prévention. Ça ne fait pas l'objet d'un avis, mais le CST doit en être informé. Donc, le CST, on dit, il rend des avis, mais le CST, c'est pas une instance désincarnée. On a des membres, et donc on a d'un côté, puisqu'on parle d'instance paritaire, un collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement public qui sont désignés par l'autorité territoriale. Donc le maire ou le président désigne les représentants de la collectivité qui sont pris dans l'instance délibérante, qui sont pris parmi les membres de l'instance délibérante pour siéger au CST. Et de l'autre, on a un collège des représentants du personnel qui sont élus aux élections professionnelles, donc on en parlera tout à l'heure, sur liste syndicale. Rappel, hein, dans la fonction publique, nous n'avons pas de liste sans étiquette, ça n'existe pas aux élections professionnelles, on a forcément une liste syndicale. Petit rappel, une liste syndicale, ça ne veut pas dire que tous les membres sont adhérents à l'organisation syndicale qui prête son étiquette à la liste. Ça veut juste dire qu'il porte l'étiquette de l'organisation syndicale. Et puis après, le reste, ça concerne l'organisation syndicale et ses candidats. Chaque organisation syndicale peut avoir ses règles sur comment être candidat sur une de ces listes. Donc, élu aux élections professionnelles ou tiré au sort en cas d'absence de candidature. S'il n'y a pas de candidature, eh bien, on ne refait pas de deuxième tour comme dans le privé. On tire au sort sur le collège électoral les agents qui seront membres du collège des représentants du personnel. Et puis, le CST, il est présidé par défaut par l'autorité territoriale ou quelqu'un qui serait là pour le représenter, donc le maire, la maire ou la présidente assure le rôle de présidence du CST. Pourquoi j'ai placé ça là? Puisque, la personne qui préside le CST, c'est un des membres du collège des représentants de la collectivité. Donc, là, dans notre collège employeur, on compte bien le président comme un des membres. C'est important pour les règles de quorum, c'est important si le collège employeur vote. Et donc les rôles, quand on parle d'avis du CST, c'est l'avis du collège des représentants du personnel. C'est le collège des représentants du personnel qui vote, qui émet l'avis du CST. Le collège employeur, il participe au débat avec les membres représentants du personnel, mais par défaut, il ne vote pas. Par choix de la collectivité, par délibération, il peut décider que le collège des représentants de la collectivité, collège employeur, peut voter. Et dans ce cas, il émet un avis. Pour autant, cet avis n'est pas mélangé à celui du CST, à celui des représentants du personnel. C'est un avis du collège employeur qui permet de marquer voilà, une position des représentants employeurs qui souhaitent ne pas forcément être systématiquement associés à l'avis du CST, qui est celui des représentants du personnel. Voilà, c'est un choix en termes d'affichage notamment. Et puis du coup, dans les votes, on distingue bien les votes du collège des représentants du personnel, le vote du collège employeur, et on a deux avis différents, mais l'avis du CST, ça reste bien celui des représentants du personnel. Donc maintenant qu'on a nos deux collèges, une séance de CST, ça se tient comment? Eh bien, une séance de CST, ça se tient avec le quorum. Le quorum, il est évalué sur chacun des collèges. Donc on doit avoir au moins la moitié de chaque membre de collège pour avoir le quorum. Il ne s'évalue pas sur l'ensemble. Minimum de la moitié des membres du collège, donc mettons, nous avons 5 membres dans chaque collège, ça veut dire on doit avoir minimum 3 représentants employeurs, minimum 3 représentants du personnel pour que la séance se tienne. Il n'y a pas de règle de parité. Il peut y avoir plus de représentants d'un collège que de l'autre, tant qu'on respecte bien ces 2 règles de minimum. Alors, je vous parlais des compétences du CHSCT tout à l'heure, donc l'ancien comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Nous avons pour lui succéder, donc je vous ai dit le CST assure ses compétences. Nous avons la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, F3SCT. Le terme, l'acronyme est un peu dur à prononcer.
pour les employeurs d'au moins 200 agents. C'est-à-dire que vous êtes une collectivité, vous avez dépassé les 200 agents et vous avez un CST. Vous devez, au sein de ce CST, instituer une formation spécialisée. Heu, si vous êtes en dessous des 200, ça reste une possibilité de l'installer quand même. Voilà. C'est bien une formation, heu, spécifique au sein du CST. Et qui reprend donc comme c'est noté les compétences du CHSCT, donc tous les avis qui doivent être rendus sur les sujets hygiène et sécurité. Donc on va avoir donc les DUERP, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, qui passent par la formation spécialisée pour avis avant d'être adoptés. On va avoir tout ce qui est aménagement des postes, réorganisation des locaux. Là, on est sur des conditions de travail, donc ça passe en formation spécialisée. Et puis voilà, tous les sujets liés à la prévention, la sécurité. Et puis la formation spécialisée, elle doit aussi être informée d'un certain nombre de sujets. Elle doit apposer son cachet, sur, le registre des dangers graves et imminents. Elle doit être informée des accidents de service qui se passent dans la collectivité. Donc pour les CST, communs à plusieurs collectivités, elle doit être informée de l'ensemble, des accidents qui se passent dans ces collectivités. Et puis, elle peut avoir des prérogatives d'enquête, en cas d'accident notamment. Les membres de la formation spécialisée doivent avoir des moyens pour pouvoir enquêter directement et potentiellement procéder à des visites de sites, des visites de services. Aller visiter, pour prendre un cas d'école, le centre technique municipal pour aller vérifier que, eh bien, les règles, de sécurité, de prévention sont bien respectées dans les locaux, des questions de sécurité électrique. Alors c'est pas nécessairement des experts, hein, les membres de la formation spécialisée, c'est des représentants du personnel, mais ça leur permet d'aller visiter et de pointer là où il y aurait des axes d'amélioration, là où il y a des choses, des points de vigilance à avoir, ou au contraire dire que tout va bien. Mais bon, le but c'est quand même d'aller voir ce qu'il y a à améliorer. Donc ça, c'est la formation spécialisée. Mais si on est un CST sans formation spécialisée, sans F3 SCT, eh bien, ces compétences, elles sont directement intégrées dans le CST. On ne fait pas la distinction de séances liées aux questions hygiène et sécurité et à la séance liée au CST. Donc, la composition de la formation spécialisée, eh bien, on a toujours notre collège des représentants de la collectivité territoriale et puis le collège des représentants du personnel. Et là, ça change un peu. Si on a une formation spécialisée, ce ne sont plus les représentants du personnel élus aux élections professionnelles, ce sont des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales présentes au CST. Vous avez 3 organisations syndicales au CST, eh bien chacune va désigner des membres titulaires pour la formation spécialisée. Les membres titulaires doivent quand même être des membres du CST, titulaires ou suppléants. Et les suppléants à la formation spécialisée, les membres suppléants, et ben, par contre, ça peut être des agents désignés au sein du collège électoral, même s'ils n'ont pas été élus au CST. Donc voilà. Juste, 2 petites questions qui sont arrivées, mais sur le CST propre, donc par rapport à la création du CST pour les 50 agents, quand est-ce qu'il est calculé? Comment et par qui? Et savoir si, lors de la réunion du CST, est-ce que les personnes en charge des ressources humaines et le DGS ou le DGS peuvent être présents à la réunion? Ou D'accord. est-ce que c'est uniquement les membres du CST et les élus? Sur la création du Au niveau du CST, part de la participation, voilà. alors, les membres sur la création du CST, pardon, j'y reviendrai dans la partie élection professionnelle. Donc, vous aurez votre réponse, plus tard. Sur la participation DGS et service RH, oui, 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 ils peuvent venir en tant que service support, qui sert de secrétariat, voilà. Votre serviteur, lui-même, enfin voilà, je participe au CST par exemple, du centre de gestion, je participe en tant que secrétariat, service instructeur. Attention, vous n'êtes quand vous êtes, RH ou DGS, présent dans cette instance, vous n'êtes ni, représentant du personnel, ni membre du collège employeur. À ceci près que le DGS
pourrait être désigné par l'autorité territoriale pour le représenter en instance. Donc, petite particularité pour le DGS. Mais pour assister au sens assistance administrative, oui, c'est une possibilité. Voilà. Ce qui fait que, voilà, vous avez quand même les services qui sont là pour apporter des éléments techniques sur des sujets RH, effectivement, concernant un projet de délibération. Ils ne participent pas au débat, mais ils permettent d'apporter des éléments techniques et d'assurer le secrétariat. Hop, alors, la présidence de la formation spécialisée, comme pour le CST, on retrouve le même principe, un membre du collège employeur, et c'est l'autorité territoriale par défaut. Et on a un secrétariat permanent. Un des membres du personnel est désigné secrétaire de la formation spécialisée. Donc c'est lui qui peut être saisi au nom de la formation spécialisée. Il peut proposer des sujets à l'ordre du jour de la formation spécialisée. C'est une, il est désigné par les membres, en séance, par les autres membres représentants du personnel, qui l'élisent, en leur sein, comme secrétaire de la formation spécialisée. Et je l'ai mis, il n'était pas en animation, donc il apparaissait tout de suite. On a autant de membres en formation spécialisée qu'en CST. Alors je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire. C'est vrai que, hem, aussi au niveau des représentants de la collectivité, donc, on a dit qu'ils étaient désignés par l'autorité territoriale, qui choisit le nombre de représentants de la collectivité qu'il désigne au sein du CST. La règle, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de représentants collectivité de désignés que, de représentants du personnel. Et donc les nombres de membres du CST, donc je viens de vous parler des représentants employeurs. Là, on a un tableau, alors vous aurez le support plus tard, hein, pas la peine de prendre des notes, mais on voit bien qu'on a, des fourchettes à respecter, sur le nombre de représentants du personnel en fonction du nombre d'agents pris en compte pour le CST. Donc, c'est bien, l'effectif pris en compte pour le CST, c'est bien le nombre d'agents éligibles, enfin électeurs pardon, au CST. Heu, c'est aussi le dire comme ça, c'est aussi penser si on a un CST commun à, l'interco et puis 3 communes et un établissement public, on compte bien l'ensemble des agents de ces collectivités. Et voilà, en fonction, du nombre d'effectifs, vous avez une fourchette, donc on voit bien de 3 à 5, 4 à 6 et cetera. Le choix, il est à faire par délibération. Le nombre, il est à fixer dans cette fourchette par délibération et souvent, c'est une recommandation en tout cas, c'est un sujet, dont vous pouvez avoir donc il faudrait avoir, échangé avec les organisations syndicales présentes, dans la collectivité, si vous en avez, pour pouvoir, déterminer ce chiffre. Voilà. On parle bien de représentants du personnel titulaire, donc ça je le dis maintenant et ça vaudra tout le temps. Quand je donne un chiffre de titulaire, ça veut dire qu'on a le même nombre de suppléants. Donc l'avis du CST, donc on va avoir plusieurs sens d'avis. On va avoir l'avis favorable à l'unanimité, à la majorité, puisque, bah, tous les représentants du personnel ne sont pas obligés d'être, d'accord. L'absence d'avis du fait d'un partage des voix, donc on a autant de pour que de contre, défavorable à la majorité et jusque-là, eh bien, peu importe le sens de l'avis, à partir du moment où il a été rendu, vous pouvez délibérer. Vous avez eu un avis défavorable à la majorité, vous pouvez, délibérer, sur cette base. Vous pouvez décider de suivre l'avis, de, ne pas suivre l'avis, mais en tout cas, il a été rendu. Pareil, si on a une absence d'avis, pour autant, vous pouvez délibérer. Celui qui va poser problème, c'est le défavorable à l'unanimité. Si l'ensemble des représentants du personnel votent contre le projet, eh bien du coup, il passe en réexamen. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc l'avis n'a pas de force contraignante, ça on l'a déjà dit. Et il doit être communiqué aux agents par tout moyen approprié. Voilà, vous changez l'organisation du temps de travail, heu et vous vous demandez l'avis au CST, le CST rend un avis et bien du coup par, panneau d'affichage, par communication, d'un intranet ou enfin voilà, tous les moyens de communication que vous pouvez avoir, vis-à-vis de vos agents, les agents doivent pouvoir avoir accès à l'avis du CST.
Donc voilà, ça va avec la règle de libre communication du PV du CST. Donc une fois que le PV du CST a été adopté, il doit pouvoir être communiqué et les agents doivent pouvoir le consulter. Et donc le réexamen, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez eu un avis défavorable à l'unanimité à votre CST, ce que j'appelle le CST initial. Dans les 30 jours qui suivent, vous devez organiser une séance de réexamen pour le ou les sujets qui ont eu un avis défavorable à l'unanimité. Et tant que cette séance de réexamen n'a pas eu lieu, vous ne pouvez pas délibérer. Vous devez attendre l'avis définitif. Donc le CST de réexamen se réunit sans nécessité de quorum cette fois et il rend un avis. Et peu importe le sens de cet avis, il est définitif et là vous avez la possibilité de délibérer. Donc on parlait de rétro-planning tout à l'heure, hein. Vous avez prévu de consulter le CST sur tel sujet, vous l'avez bien inscrit dans votre rétro-planning pour qu'au moment de la délibération, il y ait eu un avis du CST. Prévoyez aussi que potentiellement, il doit passer en réexamen avant de pouvoir passer en conseil municipal ou en conseil syndical, etc. Hem, Surtout si vous êtes sur un sujet, vous savez que ça va être tendu, prévoyez bien le réexamen parce que sinon vous allez vous retrouver dans la panade au niveau des délais. Donc voilà, hop. Et donc ce réexamen, il n'est valable que pour les décisions qui passent par délibération. Par exemple, vous adoptez vos lignes directrices de gestion, vous proposez l'avis, vous le soumettez à l'avis du CST. Les lignes directrices de gestion, elles sont décidées par arrêté. Donc là, peu importe l'avis, même défavorable à l'unanimité, vous pourrez prendre l'arrêté suite au CST. Il ne subit pas, les décisions prises par arrêté ne subissent pas de réexamen. Et là, on arrive au bout de la partie CST. Donc Isabelle, je vais te laisser me soumettre les questions qui ont pu apparaître pendant cette partie-là. Sachant que à la toute fin, on pourra reprendre un temps, hein. OK, mais j'ai, donc la question, on va y répondre plus tard pour les 50 agents. Les représentants du personnel peuvent-ils demander à ce qu'un sujet soit soumis pour avis, lors du CST, même si la collectivité sait qu'elle ne présentera pas le sujet pour délibération? Ça, c'est dans des questions subsidiaires, il me semble, à la fin d'un CST, tu vas répondre. Donc la DGS ne peut pas faire partie du collège employeur. C'était la question qui revenait. Un agent représentant du personnel concerné individuellement par une mesure décidée en CST, est-ce qu'il peut participer au vote? Est-ce qu'il peut être présent? Et s'il ne vote pas, doit-on considérer qu'il s'agit d'un vote à la majorité ou à l'unanimité de ceux pouvant voter? Alors, je vais commencer à répondre sur des questions avant de les prendre toutes. Donc, un agent concerné par une décision individuelle. Alors normalement, on n'est pas sur des décisions nominatives, même si pour le CST, les seules décisions où ça va s'appliquer, c'est pour les suppressions de postes ou pour les modifications de durée hebdo. On est logiquement sur des décisions qui touchent plus au poste que aux personnes. Alors c'est vrai que je ne l'avais pas forcément en tête pour le CST. Ça peut être bien de demander à l'agent de se déporter. Pour autant, là concernant le CST, comme on est sur des cas rares, puisque s'il y a suppression de poste par exemple, c'est que l'agent n'est plus dans les effectifs, donc ne siège plus nécessairement. Moi, je vois pas d'obligation à ce qu'il sorte de la salle. Pour autant, il peut se déporter. S'il se déporte, il ne doit pas compter dans le collège votant. Et donc, on va être sur un vote à l'unanimité sans sa voix, puisqu'on estime qu'il sort de la salle. Voilà, ça peut être ça va être marqué dans le PV. Monsieur untel est sorti de la salle, ou monsieur madame, est sorti de la salle à ce moment-là, et donc on prendra en compte les votes que du collège. Sachant que le quorum, il s'évalue en début de séance. Si des membres partent définitivement en cours de séance, vous pouvez toujours tenir votre séance de CST, même si vous n'avez plus le quorum en cours de séance. Début de la séance, vous l'avez eu. Donc le CST peut valablement se tenir. Donc voilà. Là-dessus, effectivement, parce que sinon, j'arrive pas à avoir d'hypothèse où un agent pourrait être nominativement
concerné par une décision. Si on est sur un agent qui est concerné par une décision parce que c'est la réorganisation de son service qui passe en CST, et que donc il est dans le service, il est concerné directement, bah là, il a quand même le droit de voter parce que finalement, toute décision RH concerne aussi les agents qui siègent en CST. Voilà. Et donc, ça, c'était la première Ouais. question. L'autre question, rappelle-moi. C'était sur le DGS, vraiment faire partie du collège employeur, peut-il, voilà, Il heu, peut avoir une délégation de la part de une l'autorité délégation. territoriale pour Ouais, présider, effectivement. Il n'y a que le DGS hein, qui ça peut arriver. ouais, et juste sur la question du CST de réexamen, Oui, est-ce que, suite à un avis de nouveau défavorable, est-ce qu'on peut quand même délibérer? oui. Oui, 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 vous pouvez délibérer, et toujours sur le même, postulat qu'on est, sur le même principe, qu'on est sur, l'avis. un avis consultatif, donc vous allez dans le sens que vous voulez. Après ça dit quelque chose, en termes de dialogue social, ça peut être, voilà, c'est vous qui voyez comment vous gérez vos relations avec, les organisations syndicales, mais il y a des décisions, effectivement, vous pouvez y tenir, quel que soit l'avis du CST. Ce que ça fait le réexamen, c'est malgré tout que, ça impose un délai supplémentaire pour reposer un sujet à la discussion et donc ça a ces conséquences-là. Hop, alors juste Isabelle, on entend ton clavier. Pardon, excuse-moi. Alors pas de souci. Est-ce que, il y avait d'autres questions sur le CST? Oui, mais auquel tu vas répondre Ah. par la suite puisque c'était sur la création de au-delà de 50 agents. D'accord, OK, très bien. Donc et ça effectivement dans la partie élection professionnelle, on va en reparler. Hem, donc sur comment on évalue. Donc juste vous redonner quelques règles, hein, on parle des représentants titulaires suppléants. Les suppléants peuvent siéger sans voix délibérative si leurs titulaires sont là. D'ailleurs, il n'y a pas de titulaire enfin, il y a pas de suppléant attitré à un titulaire. C'est que, ça va fonctionner par organisation syndicale. Vous avez 3 organisations syndicales dans votre CST. Pour l'une d'elles, il y a un titulaire qui ne peut pas venir. C'est le suppléant de dans cette organisation syndicale qui viendra le suppléer. Normalement dans l'ordre. Maintenant, voilà, ça dépend des disponibilités. Si les suppléants décident de venir en plus des titulaires, ils sont sans voix délibérative et normalement, ils ne participent pas non plus au débat. Ils ne prennent pas la parole. Donc voilà, mais assez régulièrement, on voit effectivement les suppléants venir siéger en même temps que leurs titulaires. Ça a un intérêt, y compris voilà, en termes de gestion RH, parce que ça forme aussi les suppléants à venir prendre la place de leurs titulaires si demain bah, le titulaire, il quitte la collectivité ou il démissionne de ses fonctions définitivement, de ses mandats au CST, et ben, la liste remonte et un suppléant devient titulaire. Le fait qu'il ait assisté à certaines séances de CST, bah, ça veut dire qu'il est déjà formé, il sait comment ça se passe une séance de CST, et ça a cet intérêt-là aussi. Voilà, sur le rôle des suppléants et puis, pareil pour les employeurs, titulaires, on a la règle des titulaires et des suppléants, sur le fonctionnement. Je reviendrai plus tard, sur la question justement des démissions et comment on remplace, les membres, démissionnaires. C'est pas dans la présentation, mais ce sera l'objet peut-être des élections avec les élections professionnelles, c'est un sujet un peu connexe. On va passer aux commissions paritaires, les commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires. Donc, que sont les CAP et les CCP? Eh bien, on a les commissions administratives paritaires qui vont concerner les sujets liés aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires. Alors derrière stagiaires, les, agents en CDD, travailleurs handicapés, voilà, de stagiairisation, par, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sont concernés aussi par les CAP et les commissions consultatives paritaires, les CCP, qui concernent les agents contractuels. Les CAP, on en a une par catégorie. Catégorie A, catégorie B, catégorie C pour les agents relevant de leur catégorie. Les commissions consultatives, ça concerne les agents contractuels. On n'en a qu'une, toutes catégories confondues. Ces instances-là,
elles vont, pour une part d'entre vous, moins vous concerner, puisque, on va pas les retrouver dans beaucoup de collectivités. Clairement, auprès des collectivités obligatoirement affiliées au centre de gestion. Donc les moins de 350 agents, hem, les CAP et les CC et la CCP, elles sont placées auprès du centre de gestion. On n'en retrouve pas dans vos collectivités. C'est pas un choix, c'est, le CGFP, il le pose comme ça, parce qu'on estime qu'il faut un nombre minimum d'agents quand même pour que les CAP et CCP puissent se tenir. Pour les collectivités qui ne sont pas affiliées au centre de gestion, là, elles ont leur propre CAP et CCP. Pour rappel, en Loire-Atlantique, le nombre de collectivités non affiliées au centre de gestion, c'est une dizaine, et c'est les plus grosses. Donc effectivement, elles ont leurs propres instances, en CAP, CCP. Et les collectivités affiliées à titre volontaire, donc celles qui sont au-delà, du seuil, pour ne plus être affiliées, mais qui ont fait le choix d'être quand même affiliées au centre de gestion, et bien celles-là, elles choisissent d'avoir des CAP, CCP en interne ou de dépendre de celles du centre de gestion. Et les CAP et CCP, alors c'est peut-être un peu clair là, le jaune. Elles sont obligatoirement consultées. On parlait des décisions collectives en CST, et bien là, sur les avis préalables aux décisions individuelles défavorables, aux agents. Heu, alors je vous ai placé des exemples. Pour les CAP, on va être sur les licenciements pour insuffisance professionnelle en cours de stage. Pour les refus de titularisation, c'est ce qui va nous occuper le plus. Hem, vous décidez qu'il y a un agent stagiaire, il n'a pas les compétences requises pour être titularisé à la fin de son stage. Avant de prendre cette décision, vous devez passer en CAP. On revient à notre, idée de rétro-planning. Là, on n'est que sur des décisions prises par arrêté, mais il n'empêche que ça a, son importance. On arrive à, 3 semaines de la fin du stage de l'agent. Vous ne souhaitez pas le titulariser. Vous souhaitez qu'il quitte ses fonctions à l'issue du stage, mais vous n'avez pas encore saisi la CAP. Là, on va être, trop tard, alors trop tard pour que la décision soit effective à la fin du stage de l'agent, parce qu'il faut nécessairement saisir la CAP et que la CAP ait rendu son avis, là encore, quel qu'en soit le sens, pour que, vous puissiez, prendre la décision. Donc, les CAP, à une époque, elles se prononçaient sur d'autres sujets que ça, notamment les sujets liés à l'avancement de carrière. Aujourd'hui, son champ d'action, son champ de compétences, il s'est restreint. On n'est plus que sur les décisions individuelles défavorables. Donc on a ça. Là, j'ai mis d'autres exemples, les prolongations de CDD travailleurs handicapés, les refus d'action de formation. Puis on va trouver le pendant, du côté des CCP sur les sujets des contractuels, donc tout ce qui est licenciement postérieur à la période d'essai, donc le licenciement pour insuffisance pro ou pour inaptitude. Avant de licencier, des agents contractuels sur ces motifs-là, eh bien, il faut saisir, la CCP. Je vous ai mis dans le diaporama, le lien vers la liste complète des sujets, puisque là, par contre, on a une liste exhaustive des sujets qui passent en CAP et en CCP. Donc ce lien, il renvoie sur notre site internet. Donc il y a un tableau, vous pourrez le voir, qui, hem, qui vous amène, directement, qui vous liste l'ensemble des saisines. Donc obligatoirement consulté, saisi par les employeurs, obligatoirement consulté avant ces projets de décision. Mais, et je me rends compte que j'ai oublié une question au passage sur le CST, donc je vais y revenir après. Mais les agents peuvent saisir aussi les CAP et CCP, là encore pour des décisions qui leur sont défavorables ou des sujets qu'ils souhaitent contester. On va être en sujet, de saisine, par les agents. On reçoit principalement des demandes de révision de comptes rendus d'entretien d'évaluation professionnelle. L'agent a reçu une évaluation défavorable où il y a une mention sur son évaluation, qu'il souhaite faire retirer. Il fait un recours gracieux, auprès de l'employeur. Il se voit opposer un refus, eh bien, il peut saisir la CAP, ou la CCP, on va voir les 2 ce sujet il revient sur les 2, pour avoir un avis de la CAP ou de la CCP.
un avis consultatif, mais qui en met un avis sur la révision, du compte rendu d'évaluation professionnelle. Ça donne une indication sur ce qu'il faut, que l'employeur modifie sur cette évaluation. Pour autant, l'employeur, il prend la décision qu'il souhaite. J'en profite, CST ou CAP, vous avez l'avis, vous avez pris une décision, elle ne suit pas l'avis, de la CAP ou du CST d'ailleurs, vous devez en informer, l'instance en disant, «Nous avons bien entendu vos arguments, mais nous avons décidé de». Alors c'est bien d'argumenter quand même, mais vous devez en informer l'instance de ce que vous avez fait de son avis. Donc là, c'est pareil, sur les tableaux que vous retrouverez en lien, il y a la liste exhaustive des sujets sur lesquels les agents peuvent, saisir la CAP. J'en profite tout de suite, nous ne sommes pas en CAP et CCP sur des procédures, donc dans l'étude des dossiers, sur des procédures contradictoires. Il y a un refus de titularisation qui passe en CAP, un projet de refus de titularisation qui passe en CAP, l'employeur a saisi la CAP, l'employeur n'est pas tenu d'informer l'agent qu'il a saisi la CAP et la CAP n'est pas tenue de prendre les observations de l'agent pour sa défense. Qu'on a eu récemment le débat dans la CAP départementale, c'est aussi pour ça que je le dis. On n'a pas de pièce, l'agent il n'est pas invité à venir faire valoir ses droits à la défense. Hem, mais c'est aussi le rôle des représentants du personnel que de porter la parole des agents dans ces instances-là. Donc ça par contre, l'agent il a complètement le droit d'aller voir les représentants du personnel, pour faire valoir ses arguments et les représentants du personnel, ramener des éléments en séance de CAP. Donc j'ai dit que j'en parlerais pas, mais j'ai quand même fait une slide parce que je sais que sinon ça vous aurait frustré. Mais du coup, les conseils de discipline, ce sont des formations spécifiques de la CAP et de la des CAP et de la CCP. Ce sont les membres des CAP et CCP qui constituent les conseils de discipline. Là aussi, on est sur des avis simples rendus sur des projets de sanctions de groupe 2 ou plus. Donc les sujets disciplinaires, ils passent en CAP et CCP, mais en formation conseil de discipline. Et là, ce n'est plus l'autorité territoriale qui préside, c'est un magistrat du tribunal administratif. On a des règles de quorum et de parité strictes. On va voir après la composition et le quorum des CAP, CCP. On doit avoir et le quorum et une parité entre employeurs, entre représentants employeurs, représentants du personnel. Et on est là, par contre, sur une procédure contradictoire. L'agent est invité à faire valoir ses droits à la défense. Il peut présenter des observations. Voilà, pour ceux d'entre vous qui sont déjà passés pour présenter des dossiers en conseil de discipline, vous voyez comment ça se passe. C'est pas du tout la même histoire. Voilà, c'est la seule mention que je fais au conseil de discipline parce que c'est quand même une compétence des CAP et des CCP. Et donc, les membres des conseils de discipline, ils sont élus à ce moment-là. Alors, composition de la CAP, des CCP. Donc, on a un collège des représentants employeurs désigné par l'instance délibérante et pas par l'autorité territoriale cette fois. Donc, c'est pas juste un arrêté. Et un collège des représentants du personnel, là aussi, élu aux élections professionnelles sur liste syndicale ou tiré au sort en cas d'absence de candidature. Même règle concernant la présidence. Donc là-dessus, comme pour le CST, vous voyez, on va retrouver les mêmes fonctionnements. Mais par contre, ce sont l'ensemble des membres, tout collège confondu, qui votent pour émettre un avis. On ne distingue pas collège employeur, collège représentant du personnel pour l'avis de la CAP ou de la CCP, par vote. Donc les avis majoritaires ou unanimes. Pas de réexamen, hein, ça je préfère le dire tout de suite. Voilà. Et à ça, j'associe que le quorum d'une séance de CAP et de CCP, et donc c'est la moitié des membres de la CAP et de la CCP, mais évalué sur l'ensemble des collèges. Donc mettons, on se retrouve avec une CAP où il y a 5 membres d'un côté, 5 membres de l'autre. Donc on a 10 membres en tout de la CAP. Le quorum, c'est 5 membres. La séance démarre, il y a 4 représentants du personnel, un représentant employeur. On a le quorum, la CAP peut se tenir. Mais par contre, si on lie ça au fait que l'avis, il est pris sur l'ensemble des votes des 2 collèges, vous voyez que la composition de la CAP au jour de la CAP, il va aussi dépendre de qui était là et quel était l'équilibre entre représentants du personnel et représentants employeurs. Donc là où en conseil de discipline, on doit forcément avoir une parité stricte.
Là aussi, vous avez le tableau des représentants du personnel en fonction des effectifs. On l'a dit, c'est par catégorie. La CCP, c'est les contractuels. La CAP, c'est par catégorie. Donc, on évalue en fonction du collège électoral qui concerne la commission concernée. On évalue le nombre de fonctionnaires et en fonction, on va avoir un nombre de représentants du personnel. Là aussi, on est bien nombre de représentants titulaires, donc on a autant de suppléants. Et puis, on aura un nombre paritaire avec les représentants employeurs. Voilà. Pour la plupart d'entre vous, vous vous dites que ça ne vous concerne pas, puisque la CAP et la CCP, elle est chez nous. Mais vous verrez sur le sujet des élections professionnelles que ça va vous concerner. Donc, je l'ai dit, on va avoir des avis CAP et CCP qui sont rendus, peu importe le sens, et même avec un avis défavorable à l'unanimité, eh bien, il n'y a pas de principe de réexamen. Vous avez l'avis et vous prenez votre décision. Il n'y a toujours pas de force contraignante. On arrive en bout de partie CAP-CCP. Est-ce qu'il y a des questions? Pas particulièrement. D'accord. J'ai pu répondre à certaines, notamment celles sur l'ensemble des personnes qui sont au CST chez les représentants du personnel. Doivent-ils être tous syndiqués? Eh bien non, puisqu'on le Non. voit le cas justement en CCP. Et le tableau que tu viens de passer était justement sur Alors j'expliquerai en pourquoi, réponse. mmh. J'expliquerai pourquoi Isabelle parle de la CCP, mais effectivement, non. Et puis, de toute façon, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une liste syndicale, ça ne veut pas dire une liste d'adhérents. À un syndicat qui se présente, c'est des agents qui veulent se présenter. Les conditions pour être électeur, on va les voir après. Et il y a un syndicat, la liste, elle doit forcément être présentée, déposée par un syndicat. Donc il y a une étiquette. C'est pas parce que il y a l'étiquette de ce syndicat sur la liste que les agents sont adhérents. Peut-être même que on peut avoir des agents qui sont adhérents au syndicat au moment où ils se présentent, ils s'entendent bien. Du jour au lendemain, ils décident de claquer la porte du syndicat. Ça, c'est pas votre problème, entre guillemets. Ils seront toujours membres de la CAP, de la CCP ou du CST, puisqu'au moment des élections, ils étaient éligibles et c'est ça qui va compter. Vous ne pouvez pas connaître l'état d'adhésion des agents. Donc je vais accélérer un petit peu parce que je vois le temps qui passe et les sujets qui arrivent. Un exemple, les instances du centre de gestion. Donc, juste pour rappel, les instances du centre de gestion, donc nous avons un CST départemental qui est compétent pour les collectivités de moins de 50 agents, qui est valable, qui est compétent pour les agents du centre de gestion, forcément. Et puis, en cours de route, pour les collectivités qui auraient été à plus de 50, qui avaient leur CST au moment des élections, et qui ont dû dissoudre leur CST en cours de mandat. Pourquoi on dissout un CST? On dissout un CST parce qu'on a eu démission des représentants du personnel. On se retrouve avec moins de 3 représentants titulaires. Un CST ne peut pas se tenir comme ça. Et donc, on doit prendre une décision. Le principe, c'est que on ne reprocède pas à une élection. On demande aux organisations syndicales qui ont des sièges au CST de désigner de nouveaux membres parmi le collège électoral. Donc parmi les agents électeurs au CST. Si l'organisation syndicale, parce que ça peut arriver l'organisation syndicale ne trouve personne à désigner, ils n'ont personne à vous désigner, vous ne pouvez pas rester sans CST. Donc officiellement par délibération et après consultation des organisations syndicales présentes, vous délibérez pour dissoudre le CST et vous vous rattachez au CST départemental. C'est arrivé à quelques collectivités puisque on le sait, les agents, au moment de l'élection, ils se présentent et puis, 2 ans après, il y a, la vie, qui continue et puis, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, l'agent, il quitte la collectivité. Voilà, ça c'est 4 ans un mandat de représentant du personnel. 4 ans dans la vie d'un agent, ça peut être long. Donc voilà et puis, les CAP et CCP, c'est pour toutes les collectivités affiliées, pour les agents du centre de gestion et les collectivités affiliées à titre obligatoire ou à titre volontaire qui ont fait le choix de se rattacher à nous. Donc on est à peu près à 120 collectivités rattachées au CST et pour les CAP, on est plutôt à 300. Composition, donc
notre CST, on a 7 représentants du personnel et 7 représentants employeurs. Donc nos représentants employeurs, ce sont des membres du conseil d'administration du centre de gestion. Les instances sont présidées par Philippe Skellar, président du centre de gestion. Et puis après, dans chaque CCP dans chaque CAP et la CCP, nous avons 8 représentants du personnel et 8 représentants employeurs. Le compte, il se fait à chaque fois, à savoir qu'au précédent mandat, nous n'avions pas 8 représentants du personnel en CAPA, puisqu'au moment du recensement, eh bien, nous n'avions pas ce nombre d'agents de catégorie A dans les effectifs concernés. Je vous ai mis aussi donc je vous ai mis le nombre de représentants du personnel et les organisations syndicales représentées. J'ai essayé de les mettre aux couleurs de leurs organisations respectives. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je sais qu'il y a un responsable syndical dans la liste des participants à ce webinaire. Donc il viendra me voir s'il n'était pas content de la couleur de son organisation. Vous voyez tout en bas la CCP tirage au sort. Et oui, la CCP, nous n'avons pas eu de liste de candidats lors des dernières élections de représentants du personnel professionnel. Et donc nous avons dû tirer au sort parmi la liste des contractuels dépendants de notre CCP pour avoir des représentants du personnel. C'est compliqué pour les organisations syndicales de présenter des listes à la CCP, puisque ça veut dire qu'on doit présenter des listes d'agents contractuels. Il faut des gens qui soient capables de se projeter suffisamment loin pour s'engager dans une instance, qui ait des contrats suffisamment longs, et puis qui ait la culture quand même de la fonction publique. Donc ça peut être compliqué pour les organisations syndicales. Ça relève parfois de jouer au bilboquet sans trou que de présenter une liste en CCP. Et puis, je vous ai mis en gras le CST et la formation spécialisée. Pourquoi? Parce que nous avons 4 organisations, donc la CFDT, la CFTC, la CGT et le SNDGCT, qui sont toutes les 4 représentées au CST. Ça a une importance parce que ces 4 organisations, ça veut dire qu'elles sont représentatives. Pour savoir quelles organisations syndicales sont représentatives dans votre collectivité, c'est celles qui ont un siège au moins au CST de votre collectivité. Eh bien, ces 4 organisations, elles sont représentatives au CDG, elles sont représentatives aussi dans l'ensemble des collectivités qui dépendent du CST, du centre de gestion. Ça veut dire que vous êtes une collectivité de moins de 50, vous vous dites: «Chez nous, on n'a pas de syndicat, donc il n'y a pas de syndicat représentatif dans notre collectivité». Eh bien si, puisque vous avez celle, du CST, départemental, donc savoir que les 4 organisations qui sont là, elles sont représentatives chez vous, même s'il n'y en a pas de représentants au sein de vos agents. Et du coup, la seule, situation où vous n'avez pas de représentant, d'organisation représentative, c'est vous êtes une collectivité de plus de 50 agents, vous avez un CST, mais vous avez dû tirer au sort vos représentants du personnel. Là, pas d'organisation syndicale présente. Eh bien, ce sont, les, organisations qui sont présentes au Conseil supérieur de la fonction publique, territoriale, qui sont représentatives chez vous. Donc là, c'est une liste nationale, mais ce sont elles qui sont représentatives, pour, si vous avez quelque chose à négocier. Donc voilà au niveau de la composition des membres. Hem et dans chaque instance, nous avons des représentants du personnel un peu partout dans le département. Donc chez nous, la particularité, c'est que, potentiellement nos représentants, que ce soit des élus du conseil d'administration ou des représentants du personnel, ils viennent de loin, donc on essaye, de prendre cette, composante-là en compte pour l'organisation de nos séances et notamment pour essayer d'attraper notre quorum. Donc pour les collectivités qui dépendent de nos instances, globalement, il n'y a que les collectivités non affiliées qui ne vont pas être intéressées par cette partie, puisque c'est valable pour le CST comme pour les CAP, CCP. Ce n'est pas valable pour les conseils de discipline, mais c'est un autre sujet. Vous avez un logiciel dédié qui s'appelle Agir. Agir, vous passez par notre site internet pour y aller et il vous faut des comptes extranet.
La liste des cas de saisine est disponible, via un menu déroulant, donc vous mettez forcément votre saisine dans une case, dans un sujet. Alors, au CST, pour les sujets qui n'apparaîtraient pas ou pour lesquels il n'y a pas de case, on a un motif qui s'appelle «Autre raison», autre motif. Un formulaire à remplir en ligne. Ah oui, on a mis attention, effectivement, si vous passez plus de 45 minutes sur l'extranet, vous vous êtes déconnecté. Donc essayez de collecter vos informations avant de saisir. Il faut nous saisir 1 mois à l'avance, que ce soit, pour l'ensemble des instances. Pourquoi? Parce que nous envoyons les sujets, l'ordre du jour 15 jours avant les séances, quelle que soit l'instance, aux membres de l'instance, et qu'il nous faut 15 jours pour étudier vos demandes, voir si elles sont complètes, éventuellement faire des allers-retours avec vous, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on rajoute 15 jours aux 15 jours, on envoie, et donc c'est pour ça qu'on vous les demande 1 mois avant la date de séance. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Puisque Agir, ce n'est pas une personne, c'est un outil, mais au service dialogue social, nous sommes 3 à pouvoir vous répondre. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire, et puis, à la fin, l'avis, il vous est notifié par courrier postal. Un jour, on le dématérialisera sans doute et il vous sera, possible de le récupérer en ligne. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc un courrier de notification qui est signé, par la présidence de l'instance. Parce que là, je peux vous dire, c'est le président du centre de gestion, parce que c'est lui qui est président du CST ou de la CAP. Mais si ce jour-là, il n'est pas là, il a délégué la présidence à un autre membre du collège employeur. Et donc voilà. Mais si, c'est trop long pour vous d'attendre la notification, parce qu'en vous disant ça, ça veut dire que les courriers, ils passent par notre circuit de validation. Donc vous ne l'avez pas immédiatement, mais vous savez que le CST ou la CAP, elle s'est réunie tel jour, vous avez besoin de prendre votre décision rapidement, vous souhaitez nous contacter pour savoir si l'avis a bien été rendu, vous pouvez le faire, et nous, on vous enverra un mail ou on vous répondra par téléphone. Hop là, pardon. Et voilà, le service dialogue social reste disponible pour vous accompagner sur tous ces sujets. C'est-à-dire que ce soit, la saisine des instances, vous avez des difficultés avec l'outil, vous avez un doute sur est-ce qu'il faut saisir ou pas, sur tel ou tel sujet, que vous dépendiez de nos instances ou que vous ayez des questions sur vos propres instances, eh bien nous sommes disponibles pour vous répondre. Est-ce qu'à ce stade-là, on a d'autres questions, Isabelle? Non, Isabelle? non, Ah non, pour d'accord. l'instant, pas plus de questions que ça. D'accord, très bien. Bon, c'est que soit c'est très clair, soit je vous ai perdu. Alors, les élections professionnelles. Donc, les principes, des élections professionnelles, c'est que, heu, dans toutes les fonctions publiques, les 3 versants, nous avons une élection concomitante, pour toutes les instances de représentation du personnel. Une date nationale où, se déroulent les élections professionnelles. Dans toutes les collectivités, toutes les administrations, à la même date, on a, réélu. Pour l'ensemble des instances, donc on l'a dit, c'est tous les 4 ans. Il y a une époque, c'était tous les 6 ans et ça coïncidait avec les mandats municipaux. Aujourd'hui, c'est tous les 4 ans, et je le redis par rapport à tout à l'heure, 4 ans, ça peut être long, dans la vie d'un agent, et déjà au bout de 4 ans, il faut garder ses représentants du personnel jusqu'au bout. C'est pas toujours acquis. Donc les prochaines auront lieu en 2026. Nous le savions depuis forcément un moment, c'est toujours en fin d'année, mais le 2 juillet dernier, l'arrêté du ministère est sorti. Le ministère de la fonction publique a donc acté la date des prochaines élections professionnelles au 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la date à laquelle vous devez, enfin, où toutes les opérations électorales devront être dépouillées. Donc, vous décidez de faire un scrutin sur plusieurs jours. C'est particulièrement le cas quand vous faites du vote électronique, par exemple. Eh bien, vous devez, le 10 décembre, c'est le jour de clôture des opérations de vote. Et le 10 décembre, les résultats remontent. Euh, pourquoi un... on verra après, pardon. J'avançais un peu sur mon diaporama. Donc, et c'est là qu'on va être, donc, tous les 4 ans, on a notre renouvellement général, et puis on va avoir une exception qui est la création d'un CST en cours de mandat. Le dépassement du seuil des 50 agents. Et là, il me semble que je réponds à la question de départ. Et j'ai toujours pas répondu au sujet CST. J'y reviens après, je me fais un rappel. Euh, donc,
On l'a dit, au 1er janvier de l'année civile, vous constatez que votre seuil de 50 agents, au 1er janvier, il a été dépassé. Vous dépendiez du CST départemental jusque-là parce que vous étiez à moins de 50 agents. Donc là, il faut évaluer 2 choses. On est à 2 ans et 9 mois, on est dans les 2 ans et 9 mois après le renouvellement général. Donc, le dernier a eu lieu en décembre 2022. On est, début 2023, on est début 2024, pardon. Et au mois de mars 2024, là, vous constatez que vous avez dépassé les 50 agents. Et bien là, création d'un CST. Vous créez votre CST et vous organisez des élections professionnelles à l'intérieur de votre instance. Vous informez des effectifs de la création du dépassement des effectifs, le centre de gestion. Vous l'informez aussi de la création d'un CST pour que vous soyez détaché du CST départemental. Par contre, on est au-delà des 2 ans et 9 mois, ce qui est le cas aujourd'hui. Et du coup, là, vous constatez que vous avez dépassé le seuil des 50 agents, le 1er janvier dernier, mais on a dépassé ce délai de 2 ans et 9 mois. Ben là, on estime que ça ne vaut pas le coup de créer un CST puisque de toute façon, dans la première hypothèse, la création du CST, vous organisez des élections, pour des représentants du personnel qui seront en fonction, jusqu'au prochain renouvellement général. Donc là, au bout de 2 ans et 9 mois, on se dit: «Bah, finalement, il va rester qu'une seule année, de mandat aux représentants du personnel». Donc bah, pour le moment, on reste rattaché au CST départemental et on procédera aux élections lors du prochain renouvellement général, si vous êtes bien toujours à plus de 50 agents. Les élections, elles ne peuvent pas avoir lieu, moins de 6 mois, hem, après le renouvellement général. C'est-à-dire qu'en décembre 2022, il y a eu les élections. En mars 2023, c'était pas possible de refaire une élection, professionnelle. Ou à plus de 3 ans, c'est-à-dire que vous avez fait votre constat dans les temps, du dépassement des 50 agents, mais vous traînez à faire votre élection, professionnelle et vous voulez la faire en janvier 2025. Ce n'est pas possible, on est à plus de 3 ans après le renouvellement général. Voilà. Et puis l'autre exception, c'est le doublement des effectifs. Vous vous rendez compte, donc vous avez votre propre CST, vous étiez à 60 agents et puis, en cours de mandat, vous êtes passé à plus de 130 agents, dans le décompte des effectifs. Même règle de délai, vous pouvez procéder et dans ces règles-là, vous pouvez procéder à de nouvelles élections parce que, bah, ça change quand même considérablement le nombre de représentants du personnel. Donc, en gros, depuis le 1er octobre 2025, aucune constatation d'effectif ne peut justifier une élection intermédiaire. Donc là, si vous êtes en train de vous dire que vous devriez créer un CST local en interne de votre collectivité, ou vous devriez revoir le nombre de représentants du personnel, et bien maintenant, ça attendra pour les élections du 10 décembre 2026. Donc pourquoi une élection générale nationale? Les enjeux, c'est quand même d'établir la représentativité syndicale au niveau local et au niveau national. Donc, on a parlé de la représentativité liée aux présences, au CST, mais du coup, les organisations présentes au conseil supérieur, et ben, du coup, elles sont aussi représentatives au niveau national, d'où l'importance d'avoir une même élection, le même jour, conseil supérieur de la fonction publique territoriale, conseil commun de la fonction publique, toutes ces instances-là sont renouvelées en même temps et pas au fil de l'eau, où ce serait plus compliqué, pour, comptabiliser, les scores de chaque organisation syndicale, à un moment T. Donc voilà, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil commun de la fonction publique. Et puis l'enjeu d'une élection générale nationale, c'est de fixer le droit syndical pour les organisations syndicales. Donc savoir combien, à quel droit, on va voir, ce que ça correspond, de quel droit elles bénéficient. Voilà. Heu, qui est électeur? Là, je vous ai remis les règles d'éligibilité non, les règles pour être inscrit sur la liste électorale, pour chaque instance. On le voit bien, les règles, elles sont pas tout à fait les mêmes, hein. Pour la CAP, il faut dépendre de la bonne catégorie. Pour la CCP, il faut être contractuel. Le CST, il y a aussi un certain nombre de règles. En gros, il y a tout le temps cette règle il faut être en activité. Le congé parental, finalement, compte comme en activité. Et puis voilà. Après, il y a des règles pour les contractuels, et ça,
dans la préparation des élections, c'est bien de le déterminer. C'est important de le déterminer. Et qui est éligible? Eh bien, en gros, tous les agents électeurs. On a vu nos critères pour être électeur. Eh bien, si on est électeur, on est éligible, sauf si on est en congé longue maladie, congé longue durée ou grave maladie, si l'agent est sanctionné d'une sanction du troisième groupe ou, pour les contractuels, d'une exclusion temporaire de fonction de 16 jours à 2 ans, ce qui correspond à l'équivalent du troisième groupe, des sanctions de troisième groupe pour les contractuels. Et si les agents et pour les agents frappés d'interdiction du droit de vote et d'élection. Voilà. Donc, ça, c'est quelques règles sur comment être électeur, comment être éligible, candidat. Les élections par le centre de gestion. Donc, d'ailleurs, pour être candidat, j'ai pas de slide là-dessus, mais c'est bien des listes, hein, je vous le redis. C'est une liste déposée par une organisation syndicale. Les gens font acte de candidature individuellement, mais pour être sur une liste syndicale, et c'est le syndicat qui dépose sa liste. Et donc, on l'a vu, nous avons nos propres instances qui regroupent un certain nombre de collectivités sur le territoire. Donc, nous organisons les élections professionnelles pour un grand nombre d'instances. Donc, au CST départemental, donc on est bien sûr, on l'a dit, les moins de 50 agents globalement. En 2022, ça représentait 3600 agents électeurs pour le CST et pour les CAP et la CCP, donc j'ai tout cumulé. On est sur les affiliés, 15 000 agents. On est sur des chiffres en gros, hein, on n'est pas allé dans le détail. Mais voilà, donc c'est un travail quand même considérable que nous allons, pour lequel nous allons œuvrer dès maintenant et pour lequel nous allons vous mettre à contribution pour notamment contribuer à la constitution de la liste électorale. Ça commence très rapidement puisque prochainement, pardon, j'ai pas encore, je suis pas encore sur la bonne slide, mais déjà vous donner un premier élément, nous organisons cette élection comme en 2022 par voie de vote électronique pour l'ensemble des scrutins. Sur une élection qui mobilise autant d'agents répartis sur l'ensemble du département, ça reste, quand même le moyen, et bien, à la fois, en termes d'organisation logistique, mais ça, on pourrait dire, c'est que de la pratique, c'est plus simple et puis pour pouvoir toucher l'ensemble des agents, où qu'ils soient éparpillés sur le département, y compris les agents isolés. Et donc les grandes étapes à venir, un recensement des effectifs au 1er janvier 2026, donc pour lequel on va reprendre la répartition femmes-hommes pour établir les règles de parité, les fonctionnaires de chaque catégorie, le nombre de contractuels. Ça va nous permettre de déterminer le nombre de sièges à pourvoir dans nos instances. Je le dis pour nous, pour vos propres instances, c'est un travail qui est aussi à faire pour pouvoir déterminer le nombre de sièges à pourvoir dans vos CST principalement et pour les collectivités non affiliées, je crois qu'il y en a une de présente aujourd'hui, et bien aussi le nombre de sièges en CAP et CCP. C'est un travail qui commence, euh, bon, c'est fixer les effectifs au 1er janvier 2026. Au niveau d'une commune, c'est pas forcément très compliqué pour nous. Ça veut dire que très prochainement, au mois de novembre, on va vous solliciter pour le recensement de vos effectifs dans vos collectivités pour qu'on puisse, au 1er janvier 2026, établir le nombre d'agents de notre liste électorale et savoir le nombre de sièges à déterminer. Donc en CAP, CCP, c'est un nombre fixe. En CST, c'est une fourchette il va falloir prendre une décision derrière. Ça sera en concertation avec les organisations syndicales. Et donc, on va vous solliciter parce que c'est beaucoup de données à récolter. Voilà. Rapidement, Isabelle, est-ce qu'il y a des questions à cette étape? Alors juste, est-ce que le CDG va nous accompagner lors des élections professionnelles d'une manière générale? En fait, à savoir s'il y aura un protocole d'accord pour le déroulement des élections, un calendrier prévisionnel, et est-ce qu'il y aura même, pour les instances paritaires en interne? Voilà, ce que tu peux à peu près avoir Mmh. répondu, Alors, par je rapport à je vais je vais je vais remettre quand même, effectivement, donc notre rôle, le service dialogue social, initialement, il a été créé pour la gestion des instances départementales, donc les instances du centre de gestion. Donc, nécessairement, on va vous accompagner parce que ce sont ce sont vos élections. C'est nous qui les organisons. Si on veut bien les organiser, il faut qu'on vous accompagne bien pour nous aider à les organiser.
Mais pour vos instances aussi, nous serons là pour répondre à vos questions, vous accompagner, voire à mettre, des éléments, méthodologiques à votre disposition. Surtout que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que, un certain nombre d'entre vous ont des élections avant les élections professionnelles à organiser. Donc on sait que, tout ça, ça prend du temps. Donc on sera là pour vous apporter, des outils, des réponses à vos questions et puis les protocoles d'accord, effectivement, on regardera ça. Il y a déjà un certain nombre de documents qui ont été mis, à disposition par la DGAFP et puis, donc on sera là, le service dialogue est là aussi le service dialogue social est là aussi pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si c'est cette collectivité-là qui a posé la question, mais, là, voilà, les collectivités qui se posent la question de devoir créer leur CST, elles nous envoient des mails en ce moment et on y répond. On est là pour ça. Et puis si à un moment donné on est un peu sec, eh ben, on a le service conseil juridique qui nous appuie, pour vraiment si on devrait aller dans une expertise juridique. On est là aussi pour échanger sur les pratiques. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect réglementaire, mais sur, des échanges de pratiques sur la gestion des instances de la relation avec les représentants du personnel et voilà. Donc ne pas hésiter à nous contacter, à ce sujet. Le rétroplanning, il vous sera communiqué, prochainement et nous avons ouvert une boîte mail élection pro, qui sera dédiée à cette question, et par laquelle on passera pour tout ce qui est, collecte de données, entre autres. Donc un rétroplanning, en plus du rétroplanning élections municipales, et les élections, qui vont être, subsidiaires aux élections municipales. Mais déjà, on pourra, vous fournir effectivement des éléments qui permettront de constituer votre, squelette de procédure, pour l'ensemble des élections. Alors, je passe à l'étape à la dernière partie qui sera rapide et après on aura presque épuisé notre temps. Je reprendrai une salve de questions s'il y en a. Alors non, avant, je réponds quand même à cette question. Des membres, les représentants du personnel peuvent-ils soumettre des sujets au CST? Eh bien, les avis du CST, ils ne sont obligatoires que pour, les décisions, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, des représentants du personnel souhaitent émettre un vœu, souhaitent, apporter, des observations, des sujets divers, ils le peuvent. Ils souhaitent, organiser un vote comme le collège, des représentants du personnel, ils votent tout seuls, ils le peuvent. Ça a une visée symbolique, ça n'aura pas de portée juridique. Donc on passe au droit syndical très rapidement. Le droit syndical issu des élections professionnelles. On parlait tout à l'heure des enjeux des élections professionnelles et d'un renouvellement général. Les organisations syndicales, un des enjeux, au-delà de défendre les intérêts, des agents, pour eux, c'est le droit syndical qui découle des résultats des élections et ça passe par ce qu'on appelle le crédit temps syndical. Ce sont des sujets sur lesquels vous nous interrogez régulièrement qui ne sont quand même pas très, limpides. Hem Et je voulais juste faire la distinction entre 2 choses. Donc le crédit temps syndical, il est divisé en fait en 2 crédits. On a d'un côté, les autorisations spécifiques d'absence liées au crédit syndical. Ces ASA, comme toutes les ASA, elles, sont liées à des motifs spécifiques d'absence et en gros, ce sont, les autorisations d'absence qui sont utilisées pour participer aux réunions de section syndicale. Pourquoi je parle précisément de section syndicale? Parce que pour tout ce qui est syndicat départemental, union régionale, fédération, union, et cetera, il y a un article du CGFP qui parle de l'autorisation d'absence qui est prévu pour ça. Là, pour les questions, pour ce niveau qu'est la section syndicale, donc une section syndicale, bah, en fonction des syndicats, elle a pas le même périmètre. Je vais prendre 2 exemples. La CFDT, ils ont, une section syndicale qui regroupe l'ensemble des adhérents
isolé. On a un syndicat départemental qui s'appelle CFDT Interco 44 et après derrière ils ont, pour regrouper, leurs adhérents qui sont dans des petites collectivités qui sont isolées, qui siègent dans notre CST par exemple, eh bien ils ont une section syndicale qui s'appelle, je sais plus, bref, ils ont une section syndicale. La CGT, ils vont avoir la même configuration, sauf que c'est pas une section syndicale, c'est un syndicat, le syndicat, des agents des petites communes. On dépend des statuts de droit privé, des organisations syndicales là-dessus, mais en fonction de ce qui est décidé, si on parle d'un syndicat ou d'une section, eh bien on n'est pas sur le même droit à autorisation d'absence. C'est compliqué, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un doute. Donc, le créditant syndical, il va permettre au niveau départemental, pour le CST départemental, enfin, il se détermine au niveau de chaque CST et il donne un nombre d'heures à chaque organisation syndicale qui peut l'utiliser pour accorder des autorisations spécifiques d'absence pour ces réunions de section syndicale. Et donc ça se détermine sur les résultats des élections au CST, au niveau de chaque CST. Vous avez un CST dans votre collectivité, vous devez déterminer ça. C'est aussi ce qu'on appelle le millième. Voilà. Le deuxième créditant syndical, ce sont les décharges d'activité de service, les DAS. Et là, il y en a deux sortes sur le département. Il y en a un pour chaque collectivité affiliée volontaire ou chaque collectivité non affiliée au centre de gestion sur la base des élections, c'est des résultats aux élections du CST. Et de l'autre, il y en a un qui est beaucoup plus costaud, qui est, enfin beaucoup plus costaud, hein, ça dépend de la taille de la collectivité, qui est lié au CST du centre de gestion et au CST de l'ensemble des collectivités affiliées au centre de gestion, collectivités ou établissements publics. Et l'ensemble aggloméré des résultats de tous ces CST donne le créditant syndical sur les décharges d'activité de service. Ce sont les organisations syndicales qui se présentent à ces élections qui, en fonction des résultats qu'ils ont faits, obtiennent des droits en volume horaire. Ce sont des volumes horaires annuels qui sont figés sur les 4 ans, donc tous les ans ils ont le même, pour l'organisation syndicale. Et suite à ça, sur les DAS, les organisations syndicales, elles désignent des agents en leur disant, bah là, nous, on a 5000 heures de DAS, on veut en donner 1000 à tel agent. Ça veut dire que 3 jours par semaine, il est en décharge d'activité de service, il informe la collectivité, il informe le centre de gestion. Vous pouvez nous en informer aussi, parce que nous, on a besoin pour tenir les compteurs à jour de ces informations-là. On a besoin de savoir qui bénéficie de DAS. Et là, la décharge d'activité de service, eh bien, c'est du temps mis à disposition de l'organisation syndicale de l'agent. L'agent est déchargé de ses obligations de service sur ce temps-là et il travaille pour son organisation syndicale. Vous n'avez pas de droit de regard sur ce qu'il se passe pendant ce temps. Euh, si l'agent il préfère regarder des séries sur Netflix genre mercredi, eh ben, il peut. Mais en général, les organisations syndicales, elles en ont surtout besoin pour faire vivre leur syndicat, pour aller dans les instances, pour aller sur le terrain. Voilà, c'est leur permanent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais en tout cas, vous n'avez pas droit de regard sur ce temps-là. Il faut juste que vous en ayez l'information. Ça peut pas être dit a posteriori, ou sur le coup, l'agent qui vous dit: «Ah bah, au fait là mon organisation m'a donné une DAS donc aujourd'hui je ne serai pas là». Il faut quand même qu'il y ait une prévenance de la part de l'organisation. Contrairement à l'ASA où c'est l'agent qui demande, l'ASA, enfin, il faut quand même que là aussi le syndicat vous informe que, l'agent peut bénéficier, d'ASA à ce titre-là. Mais l'ASA, comme elle est liée à un motif particulier, une réunion, il y a une pièce justificative qui va avec. Donc là, je vous ai un peu résumé déjà, mais vous avez le récapitulatif. Donc la décharge d'activité de service, elle peut être totale ou partielle. Un agent peut être totalement déchargé. Il peut être à mi-temps, il peut être un jour par semaine, 8 heures par mois, peu importe. Dispense des obligations de service et le temps est prélevé sur le créditant syndical. Nous, on demande à contrôler parce que comme ça, on vérifie que les organisations syndicales donnent pas plus de DAS que ce à quoi ils ont droit. Et puis l'autorisation spéciale d'absence, voilà, je vous en ai parlé. Et les 3 autres autorisations d'absence
auxquelles vous pouvez avoir affaire et qu'il faut distinguer. L'absence pour instance paritaire, c'est l'absence pour pouvoir aller en CST ou en CAP ou en conseil médical. Là, ça dépend pas de nous, mais voilà. Si ou au conseil supérieur de la fonction publique, un agent a un mandat dans une instance paritaire, il a droit à des autorisations d'absence. C'est illimité, dans le sens où, il n'y a pas de plafond annuel, mais il n'y a pas non plus de réunion illimitée à ces instances. Mais à chaque fois qu'il est convoqué, il a le droit de s'absenter sur la durée de la réunion, plus les temps de trajet et d'autant pour préparer sa réunion. Les autorisations pour instance syndicale, Heu, donc les autorisations d'absence pour instance syndicale, c'est ce que je vous disais, pour assister aux réunions, du syndicat départemental, de la fédération et cetera. À partir du moment où l'agent a un mandat, il peut y assister. Je vous laisserai consulter le tableau. Je vais juste revenir sur cette notion de mandat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être mandaté par son syndicat? On fait partie du bureau de syndicat, de la commission exécutive, de la commission du comité syndical, peu importe comment ça s'appelle. Bah, c'est simple, on a été élu au congrès, les statuts du syndicat nous désignent comme ayant un mandat. Ça veut dire avoir un mandat. Les syndicats qui font des congrès où ils invitent pardon, tous leurs adhérents, et bien l'adhérent, dès qu'il reçoit sa convocation, il a un mandat pour assister au congrès et donc il peut faire valoir, ce droit à autorisation d'absence. Avant de refuser des autorisations d'absence pour motif syndical, je vous recommande fortement de revenir vers nous. Voilà et puis après on arrive. La troisième colonne, c'est les ASA dont je vous parlais, qui sont prévus sur le crédit temps syndical. Mais comme on parle d'autorisation d'absence, j'ai voulu faire ce tableau pour que vous ayez, aussi la distinction entre ces différentes autorisations d'absence et ces différents droits. Dans le doute, appelez-nous toujours. Voilà, parfois, y compris, pour certains responsables syndicaux, parce qu'on est sur un domaine qui quand même quand on voit le nombre d'absences différentes et on n'a pas tout vu, c'est compliqué. Donc même des fois les responsables syndicaux, ils peuvent, s'en mêler un peu les pinceaux entre les différents types d'absences. Ça peut créer des quiproquos. N'hésitez pas à revenir vers nous. Les organisations syndicales, elles reviennent aussi vers nous. On est en lien avec elles, pour éclaircir un petit peu. Ce serait bête de se brouiller avec une OS juste parce qu'on ne sait pas utiliser, les bons termes et qu'en fait on parle de la même chose. Voilà pour le droit syndical et voilà pour cette présentation. On a déjà dépassé l'heure et demie de présentation. Effectivement, donc il est plus de 15h30. Je prends encore de dernières questions s'il y a Isabelle. Non, aucune question supplémentaire, hein. Juste rappeler que nous répondrons éventuellement à certaines, directement qui étaient plus personnelles et par la voie dialogue social, nous ferons des réponses. D'accord. Bon, bah, très bien. Écoutez, je vous remercie. Alors je voulais vous montrer le site internet, mais le programme était ambitieux, donc finalement, tant mieux que le quiz ait pas fonctionné. Donc juste quand même, je vais juste, heu, vite fait Si, juste, je t'interromps vas-y, vas-y. juste 2 minutes, juste pour préciser que l'on nous a déclaré qu'il n'y avait pas le numéro de téléphone et les horaires d'ouverture qui apparaissaient sur le nouveau site. Ah! Alors, eh bien, très bien, justement, j'en profite. Donc j'ai pris Heu, note. Voilà. voilà le nouveau site, effectivement du centre de gestion. Il est actif depuis lundi dernier, donc on est preneur de vos retours, évidemment. On a plusieurs onglets. Il n'y a pas les contacts. D'accord, effectivement. Alors, il y a le «Nous contacter» ici et oui, je vais le préciser. Notre page d'accueil, vous avez un moteur de recherche pour tout ce que vous cherchez. Ici, dans Piloter les ressources humaines, vous allez trouver les instances, une photo de membres d'instance, vous avez votre calendrier, le calendrier des instances qui est ici, donc conseil de discipline, CAP, CST, on va prendre le CST et puis, donc sur le CST, vous avez un petit topo et surtout ici l'extranet, hop,
où vous avez l'ensemble des outils, des extranets que vous pouvez utiliser pour le centre de gestion, dont pour ce qui nous concerne, Agir pour saisir les instances. Voilà, donc n'hésitez pas à aller naviguer sur le site internet si vous voyez d'autres choses à nous faire remonter. Là aussi, nous sommes preneurs puisque le site est encore en période d'expérimentation et auprès d'expérimentation auprès de vous. Voilà, j'espère, que, ça a été, suffisamment clair, et je vous remercie de vous être inscrits nombreux et nombreuses. Je vais voir si vous avez participé, nombreux et nombreuses. Nous sommes à votre disposition, Isabelle, Marion que vous connaissez, Marion Hérault, que vous connaissez sans doute, pour tout ce qui est instance du CST et des CAP, et à qui on souhaite bon courage, même si elle va avoir fini puisque comme nombre de nos collègues dans les collectivités de manière générale, elles passent les écrits de rédacteurs aujourd'hui. Nous restons de toute façon à votre écoute pour toutes vos questions. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être et bonnes vacances à ceux qui ont des congés.